Taubira, garde des Sceaux, c'est chez First, et vous allez déposer une proposition de loi suite à cette affaire d'écoute téléphonique. Nous allons y revenir. Bonsoir Serge Portelli, juge, vice-président du tribunal de grande instance de Paris, membre du syndicat de la magistrature. Bonsoir Bruno Jeudi, rédacteur en chef du service politique au JDD. C'est un scandale ou pas cette affaire, Georges Fenech ? Ça met en cause les droits de la défense. Il y a un principe, c'est la confidentialité entre un avocat et son client. Et d'ailleurs, je relève avec satisfaction que les avocats se lèvent pour réclamer non pas par corporatisme ou pour se protéger eux-mêmes d'une quelconque impunité, comme a dit le garde des Sceaux. Il ne s'agit pas du tout de ça, il s'agit d'un état de droit et des droits de la défense. Donc à partir de là, les dispositions qui sont actuellement en vigueur, qui sont utilisées par les juges, qui vont au-delà de l'esprit de la loi, voire de la loi, je dis pas que c'est illégal, je dis qu'il y a une interprétation par la Cour de cassation aujourd'hui qui permet aux juges de lancer comme ça des écoutes téléphoniques pour ensuite recueillir des informations sur des infractions. Ça veut dire quoi, éventuelles. Serge Portelli, ça veut dire qu'un avocat, c'est pas un justiciable comme un autre ? Si, mais je suis pas tout à fait d'accord avec Georges Fenech. La loi a été appliquée. Maintenant, il suffit pas que le code de procédure pénale soit appliqué pour qu'on soit dans la justice au sens large. Il y a un article du code de procédure pénale qui prévoit que dans certains cas, on peut effectivement écouter un avocat après en avoir averti le bâtonnier. Alors, peut-être que c'est insuffisant, peut-être qu'il faudra, je ne sais pas quel est le fondement et le texte exact de votre proposition de loi, mais en tout cas, le texte de loi a été totalement appliqué. La première proposition de Georges Fenech, je vous lis, c'est de poser le principe de l'interdiction de toute écoute téléphonique des conversations d'un avocat. Sauf s'il est mis en cause directement avec des éléments graves et concordants. Indices graves et concordants qui permettent de supposer fortement que l'avocat a commis une infraction. Moi, quand je vois... Je vois pas trop la différence avec l'état de droit actuel, c'est exactement ce que dit la Cour de cassation. Non, aujourd'hui, on met sur écoute... On essaie de conforter une suspicion, on essaie de trouver des preuves à travers les écoutes. Justement, je voudrais vous couper un instant parce que revenir avec Bruno Jeudi sur un papier assez croustillant que vous avez publié dans le JDD hier sur le déroulé de ces écoutes téléphoniques et la façon dont ça s'est produit et le cheminement de ce processus. Il y a eu un travail de fourmi petit à petit. Un travail très long, c'est ce que montre l'enquête de notre confrère Laurent Valdiguier, qui montre comment, au fond, ces écoutes qui démarrent en mai 2013 se poursuivent sur une durée assez longue, puisque ça va durer pas tout à fait presque 10 mois, et comme des filets qui dériveraient comme ça, le juge finit par ramasser et relever ces filets qui vont déboucher sur les perquisitions et sur l'énorme mobilisation de policiers. Donc c'est vrai que la question d'écouter des avocats avec leurs clients est posée à travers ce cas précis, même si, il faut le répéter, à ce stade, aujourd'hui, je suis pas un spécialiste, je parle sous le contrôle du magistrat Portelli, il y avait rien d'illégal dans ce qu'a fait le juge au départ, puisqu'il a le droit de mettre sur écoute un avocat aujourd'hui, avant peut-être votre proposition de loi, monsieur Fenech. Mais c'est vrai que je suis d'accord sur le point où, quand ça démarre, on a l'impression que ce juge qui enquête sur 3 dossiers où le nom de Nicolas Sarkozy apparaît, on a l'impression qu'il lance sur un des dossiers et qu'il essaie de ramasser des informations sur les autres dossiers. Le texte dit que, si on tombe sur une... Non, le texte de loi existant, aujourd'hui, le droit existant, dit que lorsque on tombe sur une écoute d'un avocat, on ne doit pas retranscrire ce qui relève de l'exercice des droits de la défense. C'est ce texte-là qui est contourné. C'est la jurisprudence qui le dit, c'est pas le texte. Alors, ça, c'est le texte qui le dit. Et la jurisprudence ajoute, la Cour de cassation de 2003, elle ajoute, sauf si on constate une infraction, à ce moment-là, on peut entendre l'avocat. Mais là, en l'espèce, je pense que les juges, c'est la question du deuxième téléphone, en quelque sorte, qui visiblement a intrigué ceux qui écoutaient et qui se sont dit, il y a une deuxième ligne. Donc, comment expliquer? On peut pas reprendre tout le papier, mais ils expliquent qu'ils ont été jusqu'à surveiller la borne du Cap Nègre pour voir où était, comment ils continuaient à converser. Vous voyez bien l'émotion. Comment vous expliquez que un avocat comme Henri Leclerc
Bien sûr, je ne dis pas le contraire, j'ai bien vu Dupond-Moretti, Kiechmann, ancien ministre de la Justice. Justement, excusez-moi, messieurs, mais l'émotion, Serge Portelli, elle est aussi liée à la personnalité qui est mise en cause. Outre Maître Herzog, qui est respecté partout, c'est Nicolas Sarkozy. Moi, je respecte tout à fait cette émotion. J'aurais bien aimé qu'elle se manifestât un petit peu avant pour d'autres écoutes faites sur d'autres avocats, parce que vous savez tout aussi bien que moi que la Cour de cassation a eu se pencher sur d'autres affaires qui pouvaient tout aussi bien susciter l'indignation des avocats. Mais enfin bon, pourquoi pas sur celle-là. Je pense que l'émoi des avocats est légitime. Maintenant, moi, j'irai pas comme vous faites faire un procès d'intention aux juges d'instruction qui, à mon avis, ont fait leur travail. Enfin bon, c'était pas très loin. Je pense qu'il faut peut-être aller plus loin dans la réglementation des écoutes téléphoniques concernant un avocat. On l'a fait d'ailleurs en matière de perquisition, parce que on a l'air de débarquer là comme si c'était jamais rien passé pour réglementer les perquisitions chez les avocats. On est en train de crier au scandale parce qu'on a été perquisitionné chez Maître Herzog. Je vous signale qu'il y a quand même eu plusieurs lois depuis maintenant une quinzaine d'années. Je voudrais votre avis à tous les deux. Est-ce que Christiane Taubira, Matignon, l'Élysée était au courant? Non, mais ça, c'est absolument inacceptable. On n'est pas naïf. Je veux dire, un garde des Sceaux, il est informé par les procureurs. D'ailleurs, elle a fait une circulaire récemment. Donc vous dites comme Pierre Charon il y a un instant, elle ment. Mais on ne peut pas la croire. On ne peut pas la croire puisque toutes les informations, j'entendais tout à l'heure dire, c'est le directeur des affaires criminelles et des grâces qui recevait les informations. Mais le directeur n'a aucune autorité personnelle. Il travaille pour le garde des Sceaux. Écoutez, la garde des Sceaux a fait une circulaire extrêmement précise dans laquelle elle disait il y a quelques semaines qu'il fallait que tous les éléments concernant les informations sensibles lui remontent le plus rapidement possible et de façon détaillée. Ensuite, elle a reçu les procureurs et les procureurs généraux en leur rappelant la règle. Alors, je veux bien comprendre que Madame Taubira ne sache pas le détail de l'affaire qui concerne l'information. Mais bien sûr. Mais l'existence des écoutes, c'est difficile de croire qu'elle ne l'ait pas su. C'est là où, évidemment, à l'UMP, on dit c'est une affaire politique et purement politique. C'est évidemment là où se rejoignent les affaires de justice et les affaires de politique. Elle est probablement au courant. De la même manière, on imagine mal que Manuel Valls ne soit pas, puisque des policiers ont travaillé, parce que c'est eux qui recueillent les écoutes et donc ils travaillent sous l'autorité de leur hiérarchie. Donc on imagine mal aussi que Manuel Valls soit pas au courant et on imagine mal que François Hollande ne soit pas. Ça change rien. Qu'est-ce que ça change? Alors après, effectivement, on retombe dans la bagarre politique. On est à 15 jours des municipales. Nicolas Sarkozy est affaibli par cette affaire et à travers lui, c'est aussi l'UMP. Je constate un climat anti-Sarkozy. On a peur de son retour manifestement à gauche. Et on voit des juges qui se sentent pousser des ailes et qui vont très loin dans leurs investissements. Vous vous rendez compte des dizaines de policiers pour les perquisitionner chez Herzog. On a mis des moyens mais colossaux pour dire on va équivalent d'autres affaires. Je crois qu'il y a un état d'esprit aujourd'hui où on s'est lâché contre Nicolas Sarkozy et ça sera le premier qui aura la martingale qui trouvera quelque chose. Pour l'instant, contre ou concernant Nicolas Sarkozy, est-ce que le pouvoir en aurait vraiment besoin? Il y avait des perquisitions très musclées en son temps chez Dominique de Villepin. Je voudrais entendre nos téléspectateurs qui vous regardent, messieurs, sur bfmt.com et sur Twitter @BFM. On a de nombreuses réactions, notamment un témoignage d'un avocat, Romain Dupère, qui nous dit les juges se prévalent une exception au secret professionnel inapplicable en l'espèce. Que lui répondez-vous, Serge Portelli? Une exception? Oui, effectivement. Moi, je suis, comme tout le monde, comme tous les gens de justice, totalement favorable au secret professionnel. Enfin, je veux dire, il ne peut pas y avoir ni de justice, ni de défense, ni même de démocratie, s'il n'y a pas un secret professionnel absolu. Maintenant, je pense que Mme Taubira avait relativement raison en disant on ne peut pas donner aux avocats le droit à une impunité totale en disant on ne va pas jamais écouter les avocats. C'est absolument impossible. N'a pas été violée selon vous? En l'espèce, absolument pas. Mais même Georges Fenech nous dit qu'il fait une proposition de loi, mais à peine a-t-il posé le principe qu'il prévoit une exception. Un tout dernier mot, Bruno Jeudi. Est-ce que vraiment ça affaiblit Nicolas Sarkozy? Écoutez, les premières enquêtes montrent quand même que ça l'affaiblit pour partie. Il se serait sans doute passé de cette affaire. Lui qui cherche à dégager la piste d'atterrissage le plus possible avant son vrai retour. On voit que les juges ont décidé de déposer quelques mines sur cette piste d'atterrissage. Le calendrier judiciaire en même temps que le calendrier électoral, ça paraît bizarre. Merci, messieurs. Georges Fenech, lettre ouverte à Christiane Taubira, garde des Sceaux, c'est chez First. Il y a le projet de loi qui va donc être déposé prochainement. Merci Serge Portelli.
Portelli, Bruno Jeudi du JDD. Le mystère demeure ce soir entier après 72 heures et la disparition de l'avion de la Malaysian Airlines. Les recherches ont été étendues. Elles vont essayer de retrouver le moindre indice sur ce Boeing 777. Plusieurs pistes sont évoquées ces dernières heures, mais aucune n'a pour l'instant été concluante. Emeline Darcourt. Dans une agence de voyage de Pattaya en Thaïlande, la police enquête. C'est dans cette ville qu'ont été réservés les billets d'avion correspondant au passeport volé. Et c'est sur ce point que l'enquête progresse. Selon le Financial Times, une voyagiste